On poursuit le temps de l'info. Le successeur de Nasrallah a-t-il été effectivement dans le viseur d'une frappe hier soir, une frappe plus importante que celle qui a tué Nasrallah il y a quelques jours, l'une des frappes les plus violentes depuis le début de la guerre contre le Hezbollah. Vous entendez là résonner ces frappes d'hier soir qu'Arthur Saradin, l'un de nos journalistes à Beyrouth, a vécu en direct sur cette antenne. Je vous propose de revivre cette séquence. Oui, absolument. Il y a un sentiment de double peine pour ces populations syriennes réfugiées qui, pour beaucoup, habitaient en fait au sud du Liban ou au sud de la capitale et qui se sont retrouvées ces derniers jours la cible des tirs israéliens. Alors, on les entend encore aujourd'hui d'ailleurs derrière moi à Beyrouth. Vous voyez là, peut-être vous entendez les bombardements, c'est les bombardements de la banlieue sud. Celui-là est particulièrement impressionnant. Voilà, on les entend tous les soirs. C'est cette banlieue sud qui est aujourd'hui... Bon, je suis désolé, on les entend vraiment beaucoup ce soir. C'est ces habitants de la banlieue. Et donc on peut le dire ensemble et en direct. Arthur Saradin, bonjour, vous allez bien, qu'on se rassure, déjà c'est un premier point et c'est peut-être le plus important pour commencer. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'intensité de ce moment ? Oui, en fait, il s'agissait d'une frappe qu'on n'avait pas entendue depuis l'assassinat du chef du Hezbollah il y a à peu près une semaine et qui évidemment a terrifié les habitants de la capitale. Elle a été entendue à presque 40 km à la ronde dans des villages qui sont pourtant assez éloignés de Beyrouth. Elle a fait trembler à peu près tous les immeubles. C'était des bombes perforantes, donc forcément ça a fait trembler le sol. Il y a des bâtiments qui se sont effondrés dans cette banlieue sud de Beyrouth qui est, je rappelle, une zone qui est quand même extrêmement résidentielle, même si beaucoup de personnes sont en réalité déplacées de cette zone. Et donc, on n'a pas accès, nous, maintenant, à cette banlieue sud. Elle est beaucoup trop prise pour cible. Encore aujourd'hui, même des radicaux libanais qui ont été... On a un petit souci technique avec Arthur Saradin. Dès que c'est rétabli, on revient vers vous, Arthur Saradin. Grégory Phillips, merci beaucoup d'être avec nous. Guillaume Roquette, toujours. Elisabeth Martichoux, Philippe Val et Isabelle Saporta. Grégory Phillips, est-ce qu'on en sait plus sur la cible ? Puisque ce qu'on dit fortement depuis quelques heures, c'est que c'est le potentiel successeur de Nasrallah qui était là, oui, qui a été frappé. Hachem Safieddine, qui est le cousin d'Hassan Nasrallah et qui effectivement est le successeur, pas encore tout à fait désigné, mais probable de Nasrallah. D'ailleurs, notons que les funérailles de Nasrallah qui étaient annoncées cette semaine n'ont toujours pas eu lieu pour des raisons de sécurité. Vous imaginez bien qu'un rassemblement de plusieurs milliers de personnes dans la banlieue sud de Beyrouth est absolument impossible en ce moment, à tel point qu'on envisage peut-être le rapatriement, le déplacement de la dépouille vers l'Irak pour des funérailles d'importance. Je voudrais souligner le calme et le professionnalisme d'Arthur Saradin, qui hier est en direct à l'antenne quand ça, pardonnez-moi l'expression, quand ça pète autour de lui, et il revient quelques secondes après pour dire que tout va bien et reprendre ses analyses et ses commentaires. C'est vraiment le travail extrêmement précieux des gens du terrain. Arthur vit à Beyrouth, il connaît très bien ce pays, connaît très bien la situation. C'est un fin connaisseur, notamment du Hezbollah, et vraiment son travail, ainsi que celui de nos envoyés spéciaux, est extrêmement précieux. En tout cas, c'est la frappe la plus forte depuis celle qui a visé Nasrallah. On parle d'une dizaine de bombes lancées sur ce bunker. Et je me souviens d'un message d'Arthur le soir où les bombes israéliennes avaient visé le quartier général de Nasrallah. Arthur m'avait envoyé un message tout de suite en me disant « Mon immeuble vient de trembler pendant 7 secondes ». Vous imaginez, alors qu'il n'habite pas dans la banlieue sud, vous imaginez un peu le choc que ça peut être pour la capitale libanaise et sa population. Arthur, qui est de retour avec nous, il a certainement entendu... Comment vous avez souligné la qualité de son travail. Arthur, merci d'être de retour avec nous et on est tous d'accord pour dire que vous faites un travail formidable. J'avançais sur un point, Arthur, c'est sur la cible. Est-ce que ça se confirme de votre côté ? Le successeur de Nasrallah aurait été ciblé et sait-on s'il a été même tué ? Alors pour l'instant, encore une fois, pour avoir une confirmation, il faudra attendre les communiqués officiels du Hezbollah, qui sont ceux qui vont officier la mort de leur leader, comme ça a été le cas pour leur chef, Hassan Nasrallah, il y a une semaine. A priori, de ce qu'on entend à la fois des sources sécuritaires qui sont citées par l'AFP ou par Reuters, oui, il y avait bien en effet une réunion avec ce numéro 2 alors je ne vais pas dire du Hezbollah, mais disons candidat à la succession de Nasrallah, qui est son cousin, Hachem Safieddine, et qui était une des figures historiques
historique du mouvement, qui avait été là à la création du parti même, et même de sa branche militaire, etc. Pour vous donner une petite anecdote, Hacham Safieddine, qui est donc le cousin de Nasrallah, comme je l'ai dit, a même fait ses études en Iran quand il avait 16 ans avec Nasrallah, puis en Irak avec Nasrallah. Ils étaient vraiment les deux extrêmement liés. D'ailleurs, vous le voyez sur les photos, ils se ressemblaient énormément, ils avaient les mêmes tics de langage, ils avaient, voilà, il était le successeur désigné pour, disons, la base militante du Hezbollah. Donc pour l'instant, on n'a pas d'informations encore précises sur justement s'il a été tué ou non. On sait aussi on ne sait même pas d'ailleurs s'il y a même encore des civils dans cette banlieue sud qui a été évacuée. On sait seulement que des ambulances de la défense civile sont allées sur place ce matin, ont essayé d'approcher des décombres pour sortir les potentielles victimes, et qu'elles ont été aussi la cible de bombardements israéliens. Depuis 10 jours, il y a eu 40 ambulanciers qui ont été tués au sud de la capitale et au sud du Liban, et plusieurs dizaines qui ont été blessés, ce qui rend très difficile, encore une fois, d'accéder aux civils qu'il faut secourir sous ces décombres, dans ces zones qui sont souvent densément peuplées. Merci infiniment, Arthur Saradin, d'avoir été avec nous une nouvelle fois ce matin. Merci beaucoup à vous. Ça dit quoi de la détermination d'Israël dans sa volonté d'éradiquer, de décapiter, si j'utilise tous les mots, le Hezbollah, et d'aller toujours plus en avant dans sa volonté de reprendre la main sur la région? Vous avez tout à fait raison, ça dit une détermination sans faille. Arthur Saradin avait souligné déjà dès hier qu'en plus ils avaient évité de donner le nom du successeur de Nasrallah pour éviter qu'il ne soit ciblé d'ores et déjà. Et malgré le fait qu'il n'ait pas été au fond adoubé officiellement, il a été ciblé, et on voit bien que l'armée israélienne a fait sa target list et qu'elle ne laissera rien passer, et qu'on est dans une optique de la part de Netanyahou. Au fond, il veut reconfigurer cette région. Il veut faire en sorte de laver, entre guillemets, l'affront du pogrom du 7 octobre. On est dans une période d'anniversaire de ce pogrom, et on voit bien que là, aujourd'hui, toute la population israélienne est derrière lui pour que, au fond, l'ennemi qu'est le Hezbollah soit éradiqué. Et il profite de ce moment de faiblesse de l'Iran, puisqu'on voit bien que quand même, malgré tout, l'Iran n'est pas pour le moment capable de répondre aux attaques israéliennes, pour reconfigurer cette région de la planète. Guillaume Roquette. Oui, si elle se confirme, l'élimination de Hacham Safieddine, donc le successeur potentiel de Nasrallah, montre aussi la qualité du renseignement israélien, parce qu'on imagine bien qu'après l'affaire de l'explosion des beepers, après le bombardement sur le quartier général de Nasrallah à Beyrouth, les dirigeants du Hezbollah devaient se montrer incroyablement prudents pour échapper aux bombes israéliennes, et apparemment ils n'y sont pas parvenus. Donc ça montre aussi, c'est une nouvelle preuve de l'infiltration probablement extrêmement profonde des services secrets israéliens à l'intérieur même du Hezbollah et de son équipe dirigeante. Je m'arrête juste sur ce point. L'infiltration, effectivement, on en parle beaucoup depuis quelques heures, au plus haut niveau, et de l'entourage de Nasrallah, mais également du côté de l'Iran, des ayatollahs, etc. Effectivement, ça se confirme, le Mossad est très puissant en la matière. L'affaire des beepers l'a démontré, on l'a raconté longuement ici. C'est une opération secrète de plusieurs années pour réussir à persuader le Hezbollah qu'il faut abandonner les téléphones portables et passer aux beepers, puis fabriquer des beepers avec de l'explosif dedans, puis les vendre au marché noir au Hezbollah. C'est effectivement une opération de plusieurs années. Maintenant, sur le fait que le renseignement israélien était au courant de cette réunion, oui, il y a sans doute effectivement au sein du Hezbollah une taupe, des gens infiltrés. C'est compliqué. Est-ce que des gens ont été retournés? Est-ce que le Mossad a réussi à pénétrer le Hezbollah? Vous savez, il y a une affaire qui est très, très connue en Israël, c'est celle de l'espion Eli Cohen, qui avait infiltré le régime sécuritaire syrien, qui était devenu le principal conseiller du ministre de la Défense syrien, alors qu'il était israélien, juif, agent du Mossad, et il avait fait cette double vie à Damas, infiltrant le pouvoir avant d'être repéré et exécuté. Et il est possible que quelque chose de cet ordre-là ait été organisé, ce qui est absolument dingue, et ce qui entrerait évidemment dans les pages d'histoire du Mossad, qui sont nombreuses évidemment. Elisabeth Martichoux. Isabelle soulignait tout à l'heure la détermination d'Israël. Manifestement, Netanyahou veut
hezbolliser le Liban, si on peut dire, neutraliser l'appareil sécuritaire du Hezbollah comme il a affaibli le Hamas. Mais j'ai une question, peut-être pour vous, Grégory. D'abord, est-ce qu'il peut y parvenir? Ensuite, Netanyahou, c'est quoi? C'est le justicier du Proche-Orient? Il veut tout seul instaurer un nouvel ordre dans la région? Et si c'est le cas, est-ce que c'est pas dangereux, d'une certaine façon? Alors, nouvel ordre, vous avez raison, c'est le nom de l'opération militaire au sud Liban. Donc, clairement, l'objectif est affiché. Moi, je pense que Netanyahou, maintenant que tout ça est enclenché, va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, certes, il y a eu l'échec de Gaza. Maintenant, il veut effectivement anéantir le Hezbollah au Liban. On voit que l'Iran est peut-être la prochaine cible sous une forme ou sous une autre. La nuit dernière, on en parle moins, mais il y a eu des frappes en Cisjordanie israélienne sur la ville de Tulkarem, 18 morts pour cibler des commandants du Hamas. Enfin, on a l'impression que, voilà, il a une liste de cibles. Et que les unes après les autres, il veut aller les anéantir, les détruire. Jusqu'à quel point est-ce que ça va aller jusqu'à Téhéran, j'en sais rien, des figures du régime de la République islamique? C'est tout à fait possible. C'est en tout cas sur la table. Philippe Val. La détermination. Il faut voir en Israël, il y a deux perceptions de Netanyahou. Pour ce qui concerne le Sud, les Israéliens sont très divisés. Il est très contesté, Netanyahou. Mais pour ce qui concerne le Nord, non. Les Israéliens sont à peu près unanimes pour approuver. Et pour approuver, vous avez dit tout à l'heure, reprendre la main sur la région. Ils ne veulent pas reprendre la main sur la région, les Israéliens. Ils veulent simplement essayer de mettre en place les conditions d'une paix. Or, il n'y aura jamais la paix avec le Hezbollah. Il n'y aura jamais la paix avec l'Iran. Donc, il faut déstabiliser, voire faire tomber le régime des Mollahs et éradiquer le Hezbollah, qui est l'émanation quand même des gardiens de la Révolution. C'est que ce sont pas simplement les ennemis d'Israël, ce sont aussi nos ennemis. Ils ont commis des attentats sur le sol français, ils financent le terrorisme partout dans le monde, ils sont à 20% du trafic de cocaïne dans le monde, c'est eux qui l'assument, c'est l'ennemi de tous les états de droit, de tous les régimes à peu près civilisés dans le monde ont pour ennemis. En ce moment, ils sont en Amérique du Sud, au Venezuela et en Colombie, ils sont les intermédiaires entre le reste du monde et les cartels de la drogue. Le Hezbollah, c'est très puissant. C'est très puissant et les Israéliens ne sont pas en train de massacrer les Beyrouthins. Ils sont en train de s'attaquer à une mafia terroriste, islamiste, qui menace le monde civilisé, on pourrait dire. Oui, je voulais plutôt dire, effectivement, reprendre le contrôle sur la situation. Voilà. C'était plutôt le sens de mon propos. Et qui met à genoux le Liban, parce qu'ils ont complètement anéanti en fait l'État libanais. C'est eux qui contrôlent le trafic pétrolier, c'est eux qui contrôlent tous les trafics qui peuvent exister dans cet État et qui mettent au fond le Liban sous le boisseau. Ils se sont jamais intéressés à la crise économique dramatique que vivent les Libanais. Donc si vous voulez, moi j'entends aussi, souvent on entend une espèce de vision extraordinaire du Hezbollah parce qu'ils ont financé 2-3 hôpitaux, mais ça n'est que du clientélisme. En fait, ils ont mis sous le boisseau ce pays. Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Iran, parce que ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est cette information qui disait que Khamenei avait essayé de prévenir Nasrallah à plusieurs reprises, et qu'il avait même envoyé son émissaire, et que c'est en disant, au fond, je sais que c'est au plus proche de moi-même que j'ai été trahi, et vous allez mourir. Et donc là, on voit que l'infiltration, elle est même au plus près de l'entourage de Khamenei. Non mais souvenez-vous de l'assassinat ciblé d'Haniyeh. Oui. Il est à Téhéran dans une résidence qui est sans doute l'un des endroits les mieux surveillés de Téhéran, j'imagine, quand vous accueillez le numéro 1 du Hamas. Et le renseignement israélien est sans doute par une infiltration, là aussi, au plus haut du régime des ayatollahs. On sait qu'il est à cet endroit-là, dans cet appartement, et il y a un missile qui vient frapper très précisément l'endroit où se trouve Haniyeh. Donc, oui, il y a sans doute, au sein de ce régime des ayatollahs, qui est quand même, qui à la fois est très fort et très fragilisé. Très paranoïaque. Très paranoïaque, très fort avec ses Pasdaran, ses gardiens de la Révolution, et très fragilisé par... Ils n'ont même plus leur population avec eux. Avec une population. Toute la jeunesse, toutes les femmes. Mais on est dans Fauda, là, quand même. Je voudrais qu'on regarde et qu'on écoute la dernière déclaration de Joe Biden cette nuit, qui dit qu'il est encore possible d'éviter une guerre totale au Moyen-Orient. Je pense qu'on peut en reparler juste après. Tout le monde n'était pas d'accord ces derniers jours pour dire qu'on n'était pas encore dans la guerre totale. Regardez. Monsieur le Président, dans quelle mesure êtes-vous convaincu qu'une guerre totale peut-elle être évitée au Moyen-Orient ? Je ne crois pas qu'il va y avoir une guerre totale. Je pense que nous pouvons l'éviter.
Mais il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. On n'y est pas encore dans la guerre totale parce que on va regarder la carte des différents fronts. On en parlera un peu plus à 10h avec un incroyable reportage document LCI grâce à Gwendoline de Bono qui nous rappelle qu'il y a quand même un front qui est toujours là du côté de Gaza et on n'en parle plus, mais il est là. On a l'Iran, on attend de savoir quelle est la riposte, mais c'est un front. Que peut-il se passer du côté de la Syrie? La réaction des Houthis et du Yémen. La frontière nord, la Cisjordanie, enfin vous avez un nombre de... La guerre totale, on y est déjà? Non, on n'est pas dans cette guerre régionale redoutée par tout le monde, où Israël et l'Iran entreraient dans une confrontation totale et directe, et ce serait évidemment pas ces deux seules puissances qui s'affronteraient. Enfin, derrière, il y aurait les Américains, une possible coalition pour soutenir Israël. Là, ce serait vraiment une guerre totale. On est dans une guerre. Il y a une guerre. Clairement, enfin, on voit les bombardements, on voit Gaza. C'est une guerre qui, pour l'instant, est limitée à ces fronts que vous venez de désigner. La guerre totale, ce serait avec l'Iran et donc les Américains, et donc quelque chose de globalisé. Oui, on sent bien que dans ce terme cette expression de guerre totale, il y a l'idée que ce soit une guerre interétatique. Or, l'une des caractéristiques de ce conflit, c'est que il n'y a pas d'États qui s'affrontent de façon directe, comme par exemple entre la Russie et l'Ukraine après l'invasion de ce dernier pays. Et même l'Iran, en fait, l'Iran se bat à travers le Hezbollah. Le Liban n'est pas directement en guerre avec Israël. D'ailleurs, il y a une partie de la population libanaise qui ne supporte plus la tutelle du Hezbollah. Et puis, les États voisins, l'Égypte, l'Irak, évidemment la Jordanie, qui est un allié d'Israël, ne veulent pas de cet embrasement généralisé. Et c'est probablement l'une des forces de Netanyahou, c'est que il peut se permettre de multiplier ses fronts sans pour autant déclencher une guerre interétatique qui pourrait lui être défavorable dans la mesure où Israël est un petit pays avec une armée dont les effectifs sont limités par la population. Or, comme le conflit reste quand même circonscrit, eh bien, il arrive à supporter la multiplicité de ces fronts. Oui, certes, il y a eu une riposte iranienne. Au départ, il y a beaucoup d'experts qui disaient que l'Iran avait sacrifié son armée indirecte, enfin directement financé le Hezbollah, sur l'autel d'une réconciliation avec la communauté internationale, pour faire simple. Puis il y a eu cette riposte. Enfin, il n'y a pas de mobilisation, par exemple, de l'armée iranienne pour porter le fer contre Israël. Donc on n'est pas du tout encore dans une guerre comparable à celle que la Russie mène à l'Ukraine. Il y a une inquiétude, mais tout le monde espère dans le fond. Alors est-ce que c'est du wishful thinking, comme on dit en bon français, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie de croire que ça n'ira pas au-delà? Et donc on raconte, on rationalise, on anti-rationalise la réalité. Je ne sais pas, mais pour l'instant, il n'y a pas ce qu'on appelle de guerre totale. Ça, c'est vrai. On interroge la potentielle riposte, pardonnez-moi. Est-ce que ça va passer par des frappes sur le pétrole iranien? Il y a des discussions, en tout cas avec les Américains. Joe Biden l'a confirmé la nuit dernière. Nous sommes en discussion là-dessus. Alors, il a été assez énigmatique. Ensuite, il a fini par un bref, 3 petits points. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est l'heure pour nous d'ouvrir la boîte à archives. Et là, encore une fois, ça va nous ramener à 2006, parce que c'est franchement la référence. Quand le pétrole flambait déjà, quand la tension fait flamber les cours du pétrole, 2006, écoutez cet expert d'Institut français du pétrole. On a eu pendant presque un mois le conflit entre Israël et le Liban qui a provoqué des tensions, des inquiétudes sur les marchés, puisqu'on est quand même proche de la grande zone de production, donc le prix du pétrole est monté. Ça doit faire partie de nos inquiétudes aujourd'hui, les conséquences nous concernant le monde de l'économie, concernant les prix à la pompe, concernant le pétrole, de ce qui est en train de se passer. L'Iran, c'est la 3e réserve mondiale, mais ça n'est que le 9e fournisseur mondial. Donc il y a ce hiatus, entre guillemets, heureusement. Et vous avez aujourd'hui l'Arabie Saoudite qui a dit qu'elle était prête à monter en puissance, au fond, pour que les prix n'augmentent pas tellement à la pompe. Il n'empêche que l'annonce de Biden, enfin cette espèce de flou qu'a laissé passer Biden hier, a engendré tout de suite une augmentation du prix du pétrole. Moi, c'est une question qu'on doit se poser. Ce qui est aussi très intéressant dans ce que vous disiez tout à l'heure, Amélie, c'est que malgré tout, Netanyahou profite de la faiblesse ahurissante des États-Unis en ce moment. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est dans cette période d'élection, qu'il y a quand même un Biden qui
vous l'avez dit très justement, n'est pas capable de finir sa phrase, c'est-à-dire qu'au fond, la seule chose qui va lui faire passer comme message, c'est il n'y aura pas de tir, pense-t-il, sur le nucléaire, préférons le pétrolier. Mais pardonnez-moi, mais où on est pour que les États-Unis soient à ce niveau-là affaiblis pour courir derrière Netanyahou et être incapables d'opposer autre chose que ces phrases avec 3 points de suspension. Il est temps qu'on sorte de la période des élections aux États-Unis parce que de fait, il va falloir quand même des contre-pouvoirs face à Netanyahou qui a l'air d'être quand même parti pour vouloir faire un monde, comme le disait très justement Elisabeth Martichoux, à sa main, et c'est quand même assez inquiétant. Philippe Ball. Alors, il parlait du pétrole, Biden, et c'est très important puisque les plus grosses réserves de pétrole, Iran, Venezuela, à part les États-Unis, les plus grosses réserves de pétrole sont aux mains de gens qui détestent l'Occident et qui sont dans ce qu'on appelle maintenant le Sud global, c'est-à-dire ennemi farouche. Donc la principale ressource d'énergie, encore maintenant, pour que le monde continue à tourner, pour qu'on puisse faire des routes, pour qu'on puisse faire des échanges commerciaux, c'est le pétrole. Et ils sont dans les mains de ces gens qui nous sont hostiles. Donc c'est très compliqué de se fournir, c'est très compliqué sans conflit, sans rapport de force dangereux. Voilà. Bon. Mais peut-être ce qu'il y a derrière, plus encore que le pétrole, et c'est le nucléaire iranien, qui est plus important encore que le pétrole, parce que c'est une menace guerrière. Sur ce point, on en parlait. Joe Biden semblait avoir déjà fermé la porte. En tout cas, lui l'a fait. Est-ce que Netanyahou ferme la porte lui-même ? Les Israéliens ne pourront pas fermer la porte. Ils sont, depuis longtemps, on nous dit, ils sont à 3 semaines d'enrichir à 100% l'uranium. Ça fait quand même 5 ans qu'on nous dit qu'ils sont à 3 semaines, mais ils sont peut-être vraiment à 3 semaines. Quoi. La conclusion, alors, du coup, vous revient, Guillaume. Ce qui est formidable avec les archives, c'est que ça permet aussi de relativiser. 2006, cette crise du pétrole dont on parle à l'instant, le prix du brut monte à $100 le baril. Aujourd'hui, on est à 75. On est remonté aux alentours de $100 au moment de l'invasion de l'Ukraine. Ça montre quand même que ces crises, elles sont régulières, et 2, il n'y a pas forcément de fatalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que les économistes appellent un effet de cliquet, c'est-à-dire avec des prix qui seraient forcément bloqués à la hausse.